On va en parler avec nos invités. Philippe Schreck, député RN du Var. Bonjour, merci d'être avec nous. Philippe Goujon, maire LR du 15e arrondissement de Paris. Bonjour. Bonjour. Et pour décrypter cette actualité, Benjamin Morel, politologue et maître de conférence à l'Université Paris 2. Bonjour. Bonjour. Et notre éditorialiste politique, Daïk Audouy. Bonjour, Daïk. Bonjour. Merci à tous d'être avec nous. Daïk, ça se joue pour l'instant plutôt à droite. Oui, avec quand même un exercice délicat pour Michel Barnier. Jusqu'ici, il a dit oui à tout le monde. Quand il était allé voir le Modem, Ensemble ou Horizon et hier chez LR, maintenant il va falloir qu'il commence à dire non. Et a priori, il va falloir dire non à beaucoup de gens de droite, en effet, parce qu'avec toutes les candidatures qui émanent des Républicains, il peut constituer, on va dire, 3 gouvernements, Michel Barnier. J'exagère un petit peu, mais vous l'avez compris. Ça se bouscule au portillon. Voilà, il va pas pouvoir tout prendre. En plus, il y a des équilibres à trouver. Par exemple, entre les députés et les sénateurs, on sait que Gérard Larcher veut qu'il y ait des sénateurs. Dans ce cas-là, si vous avez, comme les proportions qu'a dit Majid sont à peu près ça, un tiers du gouvernement LR, dans le 1 tiers, il faut faire moitié sénateur, moitié député. Vous rajoutez la parité, donc il doit dire non. Après, il doit aussi, avant tout, traiter les cas les plus importants parmi les Républicains, puisque Majid a cité Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez à Bercy, c'était pas ce qui était initialement annoncé. A priori, Laurent Wauquiez souhaitait plutôt le ministère de l'Intérieur, un poste régalien. Bercy, c'est très important aussi, mais de façon différente. Mais il s'est heurté à un veto de la part des députés du Bloc central, notamment de Renaissance ou du Modem, qui ne voulaient pas de Laurent Wauquiez à l'intérieur. On imagine que Emmanuel Macron, ça l'enchantait pas forcément d'avoir Laurent Wauquiez à l'intérieur, mais c'est pas forcément lui qui a mis son veto. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que les députés vraiment du Bloc central ne voulaient pas de Laurent Wauquiez. Voilà. Donc a priori, ça penche à droite. Mais pour pas que ça penche à droite, il va falloir trop à droite. Il va falloir que Michel Barnier apprenne à dire non. Et jusqu'ici, encore une fois, il a plutôt dit oui à tout le monde. Mais puisqu'il a besoin de monde aussi, il a besoin de troupes. Effectivement, Benjamin Morel, on vient de voir cette photo de famille hier à Annecy. On a un peu l'impression, pour utiliser un terme macronien, du retour de l'ancien monde. Enfin, c'est beaucoup d'anciens UMP, mais c'est presque aussi des anciens du RPR, quasiment. Oui, et c'est d'une certaine façon un problème, parce que certes, il va falloir y avoir, entre guillemets, il va falloir que Michel Barnier mette un quota de LR, mais parmi les anciens de l'ancien gouvernement qui pourraient rester et apparaîtraient comme ayant des profils marquants, ils viennent également de LR. Quand vous pensez à Gérald Darmanin, etc. Si vous pensez à Horizon, le parti d'Édouard Philippe, c'est aussi les anciens LR. Essentiellement des LR. Donc c'est vrai qu'on a quand même l'impression d'un nouveau gouvernement de l'époque Sarkozy, avec en tout cas les mêmes canaux qui sont les canaux de recrutement de l'UMP et ensuite des Républicains. Évidemment, à côté de ça, vous avez d'autres formations politiques. Il faut jamais oublier que le macronisme naît au centre-gauche. L'électorat de 2017, c'est 2 tiers centre-gauche, 1 tiers centre-droit. Les cadres originaux de la Macronie, venaient justement de ce centre-gauche politique dans lequel aujourd'hui, les viviers de recrutement sont à peu près à sec, ce qui risque de poser très rapidement un problème d'équilibre vis-à-vis de la majorité parlementaire et un problème d'équilibre également vis-à-vis de l'électorat. Alors, je vais vous proposer d'écouter le chef de file des députés LR à l'Assemblée nationale, un certain Laurent Wauquiez, qui était d'abord très prudent et que maintenant on pourrait, comme vous le disiez Daïk, annoncer du côté de Bercy. En tous les cas, il réclame une politique de droite. Écoutez Laurent Wauquiez. Et notre conviction, c'est que sur un certain nombre de domaines, on a besoin d'une politique de droite. Pour qu'il n'y ait pas de hausse d'impôts, pour qu'il y ait plus de sécurité, pour qu'il y ait moins d'immigration. Et notre engagement sera aux côtés de Michel Barnier pour l'aider à ce que ces politiques puissent être menées. Philippe Goujon, c'est vrai que Laurent Wauquiez, ces dernières semaines, il était plutôt prudent. Il parlait de soutien sans participation. Et tout d'un coup, hier, mais quel enthousiasme! Qu'est-ce qui s'est passé chez LR? C'est l'enthousiasme de pouvoir mettre en œuvre une politique à laquelle nous aspirions depuis de très longues années, puisque ça fait très longtemps que LR a quitté le pouvoir. Et aujourd'hui, il y a la possibilité, dans cette nouvelle configuration politique, on va pas revenir sur les causes de la nomination de Michel Barnier, mais une possibilité effectivement de mettre en place une politique. Et je crois que ce serait totalement irresponsable de la part de LR, comme des autres partis politiques d'ailleurs concernés, de la droite et du centre, de ne pas participer à cet effort de redressement de la France, de redressement des comptes, de redressement aussi des questions régaliennes. C'est la raison pour laquelle, je pense, il est nécessaire que LR soit très associé, ne serait-ce que
pour mettre en œuvre cette politique à laquelle aspirent les Français. Donc moi, je ne vois pas du tout de contradiction, d'autant plus qu'on ne savait pas quel Premier ministre serait désigné. Il y a eu pas mal d'hypothèses. Vous ne vous y attendiez pas, en fait. On peut le dire comme ça. Bien sûr, mais vous savez, c'est l'évolution de la situation consécutive aux élections législatives, puisque il y a eu un certain nombre de tentatives et de papabilés, si je peux dire. Il se trouve que la gauche s'est sabordée elle-même, selon d'ailleurs un certain nombre des leurs qui le disent clairement, en empêchant la nomination de M. Cazeneuve. À partir de là, quelles options restait-il ? On ne pouvait pas, je pense que le président ne pouvait pas faire comme si de rien n'était et renommer une personnalité de son camp. Donc voilà, il restait pour mener une politique modérée, raisonnable, de droite et du centre, le parti auquel appartient M. Wauquiez et bien d'autres. Et beaucoup de talent, comme vous le disiez, parce que tous les noms que vous avez cités, c'est-à-dire qu'il y a énormément de talent et d'hommes d'État dans cette formation politique. Philippe Schreck, tous les noms cités, tous les gens qui se bousculent au portillon, ça vous ira du côté du Rassemblement national, sachant que Marine Le Pen a quand même donné son imprimatur à Michel Barnier, mais pas forcément à tout le reste du gouvernement. Donc on est toujours à 2 doigts de la censure. Enfin. Oui, mais indépendamment du casting qui a son importance naturellement, qui dira quelque chose de la politique, qui dit forcément quelque chose. Nous sommes spectateurs de cette distribution de rôles. Je note effectivement que LR avait dit qu'il n'irait pas, et puis maintenant il se bouscule au portillon pour y aller, à tel point qu'il risque d'y avoir plus de ministres et de secrétaires d'État LR que de députés LR. Et vous, qui avez passé quand même un certain nombre d'années à critiquer les Républicains, à même en être les premiers opposants par moment, vous validez là tout ça ? C'est pas une question de valider, c'est une question de sens des responsabilités. Il fallait sortir peu ou prou du blocage institutionnel dans lequel Emmanuel Macron a plongé le pays. Peut-être que Michel Barnier, par sa respectabilité, était le plus petit dénominateur commun. Nous avons fait preuve de bienveillance et jouons la stabilité institutionnelle. Nous avons vocation à être un pôle de stabilité. Ceci dit, après, nous n'oublions pas que là où le pays en est, c'est la résultante aussi d'une gestion à l'air depuis 20-25 ans. Dans le cadre de l'alternance avec le Parti socialiste. Mais vous vous en accommodez. On s'en accommode pas. On attend de voir les idées et les lois qui vont en découler. Dake. Alors, est-ce que ça va être un gouvernement qui va mener une politique de droite ? On a compris que c'est la demande de Laurent Wauquiez. Il dit pas tout à fait les mêmes mots que Jean-Luc Mélenchon pour le programme du NFP, mais ça ressemble à tout le programme, rien que le programme, Laurent Wauquiez. Lui, il a son pacte. Voilà. Il dit que le pacte législatif est une base de discussion. Voilà, mais on est bien conscient que nous ne sommes pas majoritaires. C'est bien précisé, parce que quand j'entends Laurent Wauquiez, il dit quand même une politique de droite. Donc j'entends mener une bonne partie du programme du pacte législatif. Et la réponse par rapport à la composition du gouvernement, c'est est-ce que ça se joue en termes de quantité, c'est-à-dire le nombre de ministres issus des Républicains, ou ça se joue en termes de qualité. Qui sont les ministres issus des Républicains ? Et là, on voit que la stratégie qui, a priori, est celle choisie par LR, c'est, oui, on se contente d'un tiers, donc pas forcément beaucoup de ministres, mais c'est des noms qui comptent. Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau, les patrons du parti, pas des seconds couteaux, pas des nobody, pas des jeunes qu'on voudrait faire monter, mais vraiment les chefs du parti, quelque part pour contrôler Michel Barnier, pour s'assurer que cette politique va bien être de droite. C'est plutôt ça l'enjeu. Et évidemment, des ministères clés régaliens, Laurent Wauquiez pour Bercy, et sans doute un des 2 ministères régaliens, soit la justice, soit l'intérieur, même si ça ne plaît pas. Configuration politique inédite quand même. Il a été dit par Michel Barnier, et je crois que c'est tout à fait important de le redire, c'est qu'on a besoin de poids lourds politiques. Ça va être extrêmement difficile, c'est la quadrature du cercle quand même à laquelle est confronté Michel Barnier et puis les différentes formations qui vont soutenir ce gouvernement. Donc il vaut mieux faire appel à des élus expérimentés, hommes d'État pour la plupart, ceux que vous avez cités, et qui sont déjà très introduits dans les choses politiques et qui ont participé à l'élaboration du programme, du projet qui est celui de LR et qui peuvent aussi peser très lourdement dans les négociations. On peut quand même comprendre pourquoi LR était un peu timide au début, parce que des gens comme Laurent Wauquiez, comme Xavier Bertrand, pensent évidemment à 2027. Je vais vous poser la question de façon assez directe. Philippe Goujon, est-ce que Emmanuel Macron n'a pas fait le baiser de la mort aux Républicains? Je veux dire par là, est-ce que vous n'allez pas finalement endosser
le bilan, une partie en tous les cas du bilan d'Emmanuel Macron, étant donné que vous n'avez même pas 50 députés et que votre majorité ne tiendra qu'avec le soutien appuyé de la Macronie? Je ne peux pas répondre à cette question dans les termes que vous évoquez parce que... C'est risqué parce que les Français peuvent s'en souvenir. Bien sûr. Mais il ne s'agit pas là de petites tactiques politiciennes. Il s'agit de reprendre les rênes du pays après qu'une politique telle qu'on la connaît ait été mise en œuvre et qui n'a pas forcément réussi. Sinon, n'aurait pas été désavouée par tant d'électeurs lors des législatives. Donc il y a une preuve de responsabilité de la part de tous ceux qui vont participer au gouvernement, LR et bien d'autres, j'espère, et qui fait que nous sommes obligés d'éviter le chaos, d'ajouter à la crise économique, sociale, identitaire, une crise de régime. C'est ça l'objectif. On ne se pose plus la question de savoir si dans 2 ans, dans 3 ans, tel ou tel sera plus ou moins bien placé. D'ailleurs, la meilleure preuve, vous le dites, c'est vrai, c'est que c'est une stratégie différente, peut-être qu'il aurait fallu pour pouvoir arriver pur, vierge de toute faute en 2027. C'est pas le sujet aujourd'hui, il faut redresser la France tout de suite. Benjamin Morel, tout à l'heure, Philippe Schreck disait finalement Michel Barnier c'est le plus petit dénominateur commun, et effectivement on va dire que c'est du jamais vu parce que le plus petit groupe envoie le Premier ministre à Matignon. C'est le plus petit dénominateur commun, en tout cas c'est celui qui avait le moins de chances d'être censuré, en effet parce que le RN a priori ne voulait pas le censurer tout de suite et que du côté de la majorité il n'était pas un irritant absolu sans aller chercher des voix de la gauche, mais le Nouveau Front Populaire a montré que là-dessus il était assez cohésif pour ne pas rentrer dans une stratégie de fracture. Donc en effet, et le fait qu'ils viennent de LR, d'une certaine façon, permet également de ménager les équilibres au sein de l'ancienne majorité présidentielle. Après, il est également le petit dénominateur commun entre 5 personnes qui aujourd'hui ont donné une forme de quitus, Marine Le Pen, Laurent Wauquiez, François Bayrou, Édouard Philippe et Gabriel Attal. Et ils veulent tous devenir président de la République. Ils ne voient jusqu'à présent pas Michel Barnier comme étant potentiellement un problème pour eux. Pour l'instant, leurs intérêts convergent, mais le jour où leurs intérêts divergera, la vie de Michel Barnier sera encore plus compliquée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Oui, que la censure peut arriver très vite. Pas forcément, parce que pour l'instant, les intérêts en effet convergent et convergeront pendant au moins 8 mois jusqu'à la dissolution, sauf accident de parcours. Mais après... il va y avoir le budget quand même. Jusqu'à la possibilité de dissolution. Jusqu'à la possibilité de dissolution. Jusqu'à la dissolution, comme si c'était acté. Jusqu'à la possibilité calendaire de... Et il n'est pas certain d'ailleurs que les groupes politiques en question aient intérêt à une dissolution, RN compris. Et si jamais personne n'a intérêt à une dissolution dans 8 mois, Emmanuel Macron compris, on peut tenir 2 ans et demi comme ça. Philippe Schreck, vous ne censurerez pas pendant 8 mois? C'est ça que vous vous êtes donné comme timing? Alors ça, c'est pas du tout ni le timing ni l'idée. Encore une fois, l'expression n'est pas de moi, mais le Premier ministre est sous observation. Tout va dépendre, encore une fois, des textes qui seront portés. Uniquement, nous portons la voix de 11 millions d'électeurs aux élections législatives qui font suite à un score tout à fait important aux élections européennes, voire même historiques. Donc, on sait sur quel message et sur quelle politique de fond nous attendons le Premier ministre. Ou bien il s'engage sur ce terrain, et ça peut effectivement durer, comme vous le dites, 6 ou 8 mois. Enfin, ça risque de bloquer au moment des retraites. Il me semble que vous avez une niche parlementaire qui va arriver, où Marine Le Pen souhaite proposer une abrogation de la réforme des retraites. Et il me semble, mais je laisse Philippe Goujon s'exprimer là-dessus, il me semble que Michel Barnier n'y est pas favorable à cette niche parlementaire. Le charme, et peut-être le seul charme de ces 3/3 de l'Assemblée nationale, c'est que nous n'avons pas besoin des 10% des députés LR, ni de Monsieur Barnier pour abroger la réforme des retraites le 31 octobre. Il suffit de constater que les députés, majoritairement, de ce qu'ils ont chacun dit dans leur campagne, et à l'occasion de la réforme des retraites, sont pour l'abrogation de celle-ci. Elle devrait passer si chacun est cohérent. Juste, j'ai une question par rapport à la cohérence, parce que vous aviez dit non à un gouvernement avec des ministres LFI, et là, pour passer cette abrogation de la réforme, vous avez besoin des voix des LFI. Donc, et vous dites que c'est les LFI qui voteront avec vous. Voilà, j'ai du mal à comprendre la cohérence. Non, mais la cohérence est présente. Nous avons, lors de la précédente législature, voté des amendements, d'où qu'ils viennent, dès lors que c'était conforme à notre programme. Nous n'allons pas voter contre notre programme, nous n'allons pas refuser à ce que des collègues votent, quelles que soient leurs outrances par ailleurs, votent pour notre programme. Bon, moi je note que, pour des raisons peut-être différentes, mais pas forcément, l'actuel Front de gauche, l'ancienne NUPES, nous-mêmes,
Donc on est à 70% de l'Assemblée nationale. On fait campagne sur l'abrogation de la réforme des retraites. On verra qui tient le cap sur ce programme. Benjamin Morel. Oui, un mot quand même de perspective. Il n'y aura pas d'abrogation de la réforme des retraites. Parce qu'en effet, ça peut passer à l'Assemblée nationale, mais ensuite ça va au Sénat. Et sans parler pour LR, je doute que LR et l'Union centriste, qui sont les deux partis qui forment la majorité sénatoriale, votent contre pour l'abrogation de cette réforme. Excusez-moi, mais c'est pas l'Assemblée nationale qui a le dernier mot? Non. Oui. Elle a le dernier mot si le gouvernement la lui donne. Et le gouvernement, a priori, de Michel Barnier, ne va pas donner le dernier mot à l'Assemblée nationale pour abroger la réforme des retraites. Et donc, ce faisant, pour l'instant, au vu des équilibres politiques, il est extrêmement peu probable qu'il y ait une abrogation. Philippe Gougeot, comment on pourrait supporter de rester à Matignon quand on s'appelle Michel Barnier si jamais la réforme des retraites était abrogée? C'est compliqué. Ben, de toute façon, il y a peu de chances que ça se produise, hein, comme vous l'avez dit. Et puis on sait très bien quelle était la position du nouveau Front populaire qui a dit qu'il ne s'associerait pas à une proposition du Rassemblement national. Donc c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. C'est pour agiter Landerneau, c'est pour... En même temps, ils ont été élus sur ce... Oui, d'accord. Ça manifeste tous les dimanches. Et pour les uns et pour les autres. Ouais. Certes, mais vous savez bien aussi que le Front populaire, le nouveau Front populaire, souhaite aussi déposer une proposition de loi en ce sens, et que donc... Que peut-être vous voterez de votre côté. Mêler les voix. Alors on verra bien si le Rassemblement national... On peut avoir des défauts, mais on a la qualité de la cohérence. La cohérence peut-être, mais le texte qui sera présenté par LFI peut-être ne plaira pas dans son intégralité au Rassemblement national. Et je pense que ce sera difficile de lier les deux. Aujourd'hui, je pense que c'est faire preuve d'une très grande irresponsabilité et d'accès de démagogie que d'essayer de reprendre cette réforme et de l'abroger. À partir du moment où nous sommes dans une situation financière, sur le plan budgétaire, sur le plan des comptes sociaux, qui est catastrophique. Au contraire, on voit bien que tous les pays vont dans le sens inverse. Maintenant, la moyenne d'âge en Europe, c'est plutôt 65, 67 ans que 62 ans. Donc, il n'y a aucune possibilité budgétaire et financière, sans compter que nous sommes aussi sous la surveillance de l'Europe. Et il me semble que nous devons rendre des comptes prochainement à l'Europe, qui aussi verse des centaines de milliards au pays que nous sommes, pour ne pas imaginer, envisager, mais si, notamment pendant la crise Covid, mais pas seulement, et pour réinvestir en Europe. Donc il me semble qu'il y a quand même assez peu de chances que, d'une part, cette réforme soit votée, et que, deuxièmement, elle puisse être utile pour notre pays. Elle est totalement irréaliste. Philippe Gougeot, on a quand même le sentiment que les Républicains n'ont pas perdu le goût du pouvoir. Depuis quelques heures, vous ne vous y attendiez pas, je le disais, mais les Républicains veulent beaucoup de ministres, beaucoup de ministères, on l'a dit tout à l'heure avec Daïk Odoui, beaucoup de ministères régaliens. Est-ce qu'ils ont, finalement, vous n'avez pas perdu le goût du pouvoir et vous voulez tout maîtriser malgré le faible score de l'élection, malgré le petit groupe à l'Assemblée? Vous avez vu comment Michel Barnier a été nommé. Ce n'était pas forcément la première idée. Il y a d'abord eu l'échec du camp présidentiel largement aux législatives. Ensuite, il y a eu une tentative qu'un Premier ministre de gauche soit nommé. Il était torpillé par ses propres amis, Monsieur Faure, Monsieur Hollande, etc. D'ailleurs, c'est Madame Hidalgo, Madame Delga qui le disent, et bien d'autres. Et puis, de l'autre côté, bien sûr, il y a le Front National, le Rassemblement National en embuscade. Donc, il restait effectivement une option. Ça a été le cas souvent dans le passé politique, dans l'histoire politique, du groupe charnière, et aussi d'un homme d'État qui est Michel Barnier, et qui a su peut-être au cours de sa carrière démontrer un certain nombre de qualités pour diriger, et dans des circonstances extrêmement difficiles comme celle du Brexit, où il a, je crois, bien négocié l'accord. À partir de là, si nous souhaitons avoir un certain nombre de ministres au gouvernement, c'est évidemment pour appliquer une politique. Donc plus nous avons de ministres LR, et plus on a de chances qu'une politique LR soit mise en œuvre sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan aussi de la sécurité. Oui, mais reste que la majorité des députés qui composent cette majorité, c'est les députés du groupe central qui sont 160, alors que vous êtes 47. Donc à un moment, là, ils sont très discrets. Parce que c'est vrai. Attendez, justement, ça n'exclut pas les autres. Je vais vous proposer d'écouter une ministre démissionnaire. C'est Agnès Pannier-Runacher. Elle était ce matin l'invitée de nos confrères de TF1. Écoutez. Les Républicains ne pèsent que 47 députés à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire moins de 10%. Parce qu'ils ont fait moins de 10% des voix des Français
aux élections européennes, aux élections législatives et encore avant aux élections présidentielles. Donc Michel Barnier, c'est l'homme d'État qui a été commissaire européen 2 mandats de suite et qui était capable de réunir le Parti socialiste européen et le Parti populaire européen, soit la droite et la gauche républicaine au niveau européen. C'est ça qu'on attend, me semble-t-il, de Michel Barnier. Ça y est, on commence à entendre des voix dissonantes. Oui, alors elle fait partie de l'aile gauche du bloc central. Madame Pannier-Runacher, elle fixe 5 priorités à Michel Barnier. Elle rappelle, un petit peu dans la ligne de Gabriel Attal, c'est un soutien, mais sous condition, en rappelant que quand même, il faudra pas forcément... Alors l'idée du bloc central, c'est de dire, faut pas forcément appliquer notre politique à nous, mais faut pas appliquer une politique qui soit contraire à ce que nous pensons. Vous voyez, la subtilité, c'est pas tout à fait la même chose. C'est là où se situe le débat entre Michel Barnier et le bloc central. Les députés qui ont été élus, ils se font discrets. Puisque d'emblée, ils ont enlevé l'hypothèse que le Premier ministre pouvait être issu de leur rang parce qu'il fallait montrer une image de changement. Ils savent très bien aussi que leurs figures devront laisser, peut-être pas toutes, mais une partie des ministres en place devront partir pour ne pas gâcher cette image de changement et montrer qu'on a tenu compte du vote des électeurs et que oui, le camp majoritaire d'Emmanuel Macron a perdu. Donc là, ils sont un peu condamnés au silence ou à la discrétion. Mais ça, ils vont être silencieux, discrets, tant pour les premiers pas de Michel Barnier. Mais au fur et à mesure que la vie parlementaire va reprendre son cours et le rapport de force, il va s'équilibrer au sein de la majorité. Enfin, c'est ce que je pense, entre les Républicains et le bloc central. Et pas seulement pour la composition du gouvernement, vous dites aussi évidemment pour peser dans les choix. Tout à fait. Là, dans la composition du gouvernement, ça se fait en coulisses. Ça se fait pas en public, les demandes de monsieur Bayrou, de monsieur Philippe ou de monsieur Attal pour que le bloc central soit représenté à proportion de ce qu'il y a au Parlement comme groupe politique. Mais de toute manière, même s'ils sont pas tout à fait ce qu'ils auront, peut-être qu'ils seront un peu déçus, ils vont pas tout de suite manifester une colère. Il y a une période de purgatoire, de discrétion où les députés du bloc central vont être discrets. Mais ils vont pas l'être tout le temps dans le cadre de cette mandature. Mais il me semble qu'il y a quand même une ligne rouge absolue pour le camp présidentiel, comme pour d'autres d'ailleurs. C'est le fait de faire chuter un gouvernement dont le Premier ministre aussi est désigné par le président. Bien sûr qu'il aurait peut-être préféré un autre Premier ministre, encore qu'il ne m'a pas semblé qu'il avait des relations exceptionnelles avec des premiers ministres précédents qu'il avait désignés, le président. Mais là, est-ce que c'est le camp présidentiel qui va précipiter le pays, le Parlement, le gouvernement dans le chaos institutionnel et donc vous les empêchez de dire ce qu'ils pensent en fait. Non, vous leur dites au nom de l'intérêt général parce que supérieur du pays, il n'y a plus tout le monde est derrière Michel Barnier et il n'y a plus de différence de point de vue. Vous savez bien que c'est pas comme ça que ça se passe. D'ailleurs, j'ai l'impression que tout le monde va avoir le doigt sur la couture du pantalon. Vous m'interrogez en tant que LR, je dis plus il y aura de ministres LR et mieux ce sera, bien sûr. Ça, mais cela étant, c'est pas le raisonnement du Premier ministre. Le Premier ministre, il l'a dit, souhaite un gouvernement qui soit équilibré, représentatif de toutes les forces politiques et les groupes politiques de l'Assemblée, de la droite et du centre. Donc c'est ce gouvernement équilibré qui représentera aussi différentes tendances, différentes sensibilités et qui fera que, par exemple, le pacte législatif de LR ne sera pas à prendre ou à laisser. Il est très à droite, donc les personnalités de gauche ne le voteront pas a priori. D'accord, mais on voit aussi, sur l'immigration, vous l'avez dit d'ailleurs, qu'il y a sur le travail. Ce clivage commence à réapparaître au sein du camp présidentiel. En même temps, commence à avoir du plomb dans l'aile. Nous, on n'y a jamais cru. Mais effectivement, c'est un peu le risque. Mais il y aura sans doute un certain nombre, peut-être d'individualités, d'ailleurs, qui se sont exprimées, comme Monsieur Lescure, comme Madame Pannier-Runacher, qui se sont exprimées et qui sont plus inquiètes peut-être par leur positionnement politique. Mais il y a un groupe, il y a une discipline de groupe, il y a des groupes qui soutiennent le Premier ministre et le gouvernement. Et je pense que ceux qui prendront la responsabilité de plonger la France dans le chaos, un chaos supplémentaire, seront gravement sanctionnés par les électeurs. Ils ont été très disciplinés par le passé, les députés macronistes. Vous pouvez au moins leur reconnaître ça. Enfin, vous dites discipline de groupe. Moi, je disais doigt sur la couture du pantalon. On dit comme on veut. Benjamin Morel, le risque pour le gouvernement et sa faible majorité qui pourrait le soutenir, c'est effectivement la censure du RN, mais l'autre, c'est ce que disait Daïk Odoui il y a un instant, c'est une forme d'effritement du bloc central qui aurait du mal à assumer certaines positions de droite. Le risque, c'est pas tant de tomber, parce que les leaders de l'ancienne majorité présidentielle n'y ont pas intérêt. Et puis, deuxièmement, il sera en effet pris dans une impasse stratégique. C'est-à-dire, si vous ne voulez pas faire alliance avec le NFP d'un côté, et si vous dites non, finalement, LR est trop à droite pour vous, vous devenez quand même le point de blocage majeur de la vie politique française. Et ça, évidemment, ils ne peuvent pas l'assumer. En revanche,
ils peuvent voter avec leurs pieds, ce qu'ils faisaient dans les précédentes législatures, c'est-à-dire ne pas venir voter, voire voter contre, se cliver sur les textes. Et donc, si le gouvernement Barnier veut pouvoir gouverner à minima, faire passer des textes, ne pas être trop embêté sur son budget, eh ben, il va quand même devoir soigner cette sensibilité, parce que c'est bien beau de ne pas avoir de motion de censure dans les pattes, peut-être. Mais malgré tout, si vous n'êtes pas capable de légiférer et si vous avez toutes les peines du monde à donner l'orientation que vous voulez à votre budget, eh ben vous n'êtes plus vraiment réellement aux manettes. Et là, il y a un vrai danger, en fait, d'être engoncé, d'être handicapé de la part de ce gouvernement. En dehors d'un certain nombre d'étapes législatives essentielles, comme celle du budget d'ailleurs, où il y a aussi un certain nombre de possibilités, il y a quand même beaucoup d'outils institutionnels dans notre Constitution qui permettent au gouvernement d'agir pour une période limitée, sans réformer à outrance de façon permanente. Ils peuvent regardez la stratégie Attal. Quand on nomme Gabriel Attal à Matignon au mois de janvier dernier, on chasse tous les ministres de la gauche de la majorité du gouvernement. Et donc Emmanuel Macron fragilise encore un peu plus sa majorité parlementaire, qui était déjà fragilisée, souvenez-vous, c'est dans un autre monde, mais c'était il n'y a pas si longtemps, par la loi immigration. Il préparait la suite. Il avait quand même le soutien sur beaucoup de textes de la droite. Il avait surtout peur d'une motion de censure de la droite sur le budget. Et en fait, il préparait surtout la campagne des européennes. Mais en faisant ça, le pari d'Emmanuel Macron à travers Gabriel Attal, c'est qu'en effet, il n'y a pas besoin de beaucoup légiférer. On peut agir essentiellement par décret. Et donc là, on risque d'avoir un gouvernement qui légifère assez peu et qui agit par décret. Il va y avoir le budget, ça c'est un passage obligé. Philippe Schreck, est-ce que ça va être le point d'achoppement? Non, il y a bien sûr qu'on peut gouverner par décret, il y a non pas des artifices mais des procédures, c'est vrai. Reste que le cœur du réacteur, c'est l'Assemblée nationale. Et c'est l'Assemblée nationale, s'il y a des dérives sur le contournement du Parlement, qui aura le dernier mot, celui de la motion de censure ou pas, ou celui du vote de texte ou pas, parce qu'on n'est pas obligé de faire motion de censure ou pas. On peut aussi être contre certains textes et les rejeter. Donc c'est vrai que dans cette perspective, le budget, ça va être, je crois savoir que le Premier ministre est savoyard, mais là c'est pas le Mont Blanc, c'est l'Everest qui va devoir escalader. D'autant qu'il est pressé par les responsables à l'Assemblée, Éric Coquerel, Charles Courson. Nous-mêmes, il faut qu'on se mette au travail. Il faut qu'on se mette au travail. Il faut qu'on se mette au travail. Nous aurions déjà dû l'être depuis plusieurs semaines. Je ne sais pas dans quelles conditions ce budget va être travaillé et étudié. Le budget, au niveau volumétrique, c'est quelque chose de gigantesque. Donc, effectivement, il serait temps qu'on nous communique ce qui a été envisagé avant ou pendant Monsieur Barnier. Mais il a bien les tenants de la rigueur budgétaire sont déjà en retard chez les Républicains. Non, mais le Premier ministre... C'est-à-dire que c'est la faute du président de la République. Mais il a dit à juste titre, c'est qu'il voulait tenir un langage de vérité. Et je pense que c'est peut-être un moment crucial aujourd'hui que les Français attendent, tenir un langage de vérité sur les comptes, ce qui amènera bien sûr à voter un budget réaliste. On peut toujours, dans les textes, faire voter des milliards et des milliards. Quand on les a pas, il y a rien au bout du tuyau. Donc, il est nécessaire, aujourd'hui on le sait, avec plus de 3100 milliards de dettes, avec un déficit qui va vers près des 6%, donc pas loin, bientôt, de faire un effort. D'ailleurs, même les instances de jugement de nos comptes, les instances européennes, sont tout à fait à l'affût, et les agences de notation. Je pense qu'il serait très grave demain que la cote de notre pays se dégrade sur le plan économique et financier, que les taux d'intérêt repartent à la hausse et que l'économie, à nouveau, soit atone. Donc non seulement Michel Barnier est sous la surveillance du RN, de tous les Français, comme il l'a dit lui-même, mais aussi des agences de notation. C'est presque plus important. Les agences de notation, c'est plus important que les Français. Non, mais je dis pas que les Français. Sur leurs conséquences, sur les taux d'intérêt. C'est objectif comme constat. Je dis qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire n'importe quoi et faire en sorte que la planche à billets fonctionne à tout va. Alors, toute la question qui se pose, c'est donc, y aura-t-il aussi des ministres de gauche ou des personnalités issues de la gauche dans ce nouveau gouvernement? On sait que certains ont déjà refusé et la réponse est claire. Revue détail avec Astrid Mesmorian. Aux côtés de son ancien Premier ministre qui aimerait lui succéder, Emmanuel Macron prend un bain de foule hier au crépuscule lorsqu'un électeur de gauche l'interpelle sur la situation politique. Le résultat des élections, quand même, il faut les respecter. C'est la moindre des choses. Vous êtes l'otage du Rassemblement national. Si on appelle ça une démocratie, il n'y a pas d'otage, c'est une démocratie, on essaie d'écouter tout le monde. Vous avez un paysage qui est très fragmenté, mais ce qui correspond aux opinions des gens. Michel Barnier, lui, promet toujours un gouvernement élargi.
À droite, certains s'y voient déjà, comme Laurent Wauquiez ou Bruno Retailleau. À gauche, en revanche, les candidatures manquent cruellement à l'appel. Ce matin encore, Stéphane Le Foll, ancien ministre socialiste, répond « Non merci ». Michel Barnier qui m'a appelé pour me proposer de rejoindre son équipe gouvernementale. Voilà, on a eu une petite discussion et je lui ai dit que non, je ne serais pas ministre. Et en même temps, je lui ai souhaité quand même beaucoup de courage dans la période. Qui pour incarner la jambe gauche? D'autres socialistes, tels que Carole Delga ou Karim Bouamrane, ont déjà écarté cette perspective. Reçu hier à Annecy par les parlementaires LR, le Premier ministre leur glisse en aparté « Matignon sera votre maison ». Formule qui fait bondir l'aile gauche de feu la majorité macroniste. Elle redoute un virage à droite, toute. Moi, je sais pourquoi je me suis engagé. C'est pas pour qu'on aille faire des emplettes dans le programme du Rassemblement national. Évidemment, nous ne sommes pas majoritaires, mais je souhaite que cette ligne politique, elle soit intégrée. Et je suis sûr qu'il le fera. C'est son intérêt, c'est l'intérêt de la France. Le gouvernement est promis pour la semaine prochaine. Quelle que soit la composition de l'équipe finale, Michel Barnier est toujours à la manœuvre pour éviter la censure. Philippe Schreck, je vous ai vu réagir aux propos de Roland Lescure, ministre démissionnaire. Est-ce que vous craignez, vous, que Michel Barnier fasse ses emplettes dans votre programme, ou bien ça vous va bien? S'il fait ses emplettes, entre guillemets, dans notre programme, ça va surtout bien en français, donc c'est pas une crainte que nous avons, même si on a la faiblesse de penser que vaut toujours mieux l'original à la copie et que notre programme, nous serions mieux en place de le faire que Michel Barnier, puisque c'est le nôtre. Daïk Odoui, des personnalités de gauche dans ce gouvernement, est-ce qu'on peut y croire quand on voit ce que vient de nous dire Astrid Mesmorian, à savoir que même les personnalités qualifiées de centre-gauche qui étaient un peu Macron compatibles, ou en tous les cas Cazeneuve compatibles, ne veulent pas y aller? Justement, c'est parce qu'elles sont Cazeneuve compatibles qu'elles n'y vont pas, parce qu'elles estiment que si Michel Barnier ne marche pas, peut-être que Bernard Cazeneuve aura une nouvelle chance. C'est un peu ce que pense François Hollande, c'est sans doute ce que pense Monsieur Le Foll. Du coup, on se demande s'il va y arriver, Michel Barnier. Et deuxième effet qui se coule, est-ce que c'est grave s'il n'y arrive pas? Donc, est-ce qu'il va y arriver? Voilà, c'est pas sûr. Alors, il va peut-être trouver un profil, comme on dit, technique, d'un haut fonctionnaire qui est passé par des cabinets ministériels de gouvernement de gauche et qui aurait comme ça une étiquette de conviction de gauche, mais pas un parcours politique au sein de cette gauche-là. Un peu comme Elisabeth Borne à l'époque. C'est ça, voilà, ce type-là. Après, est-ce que c'est grave s'il n'y arrive pas? Du point de vue d'Emmanuel Macron, oui, parce que c'est la demande d'Emmanuel Macron. Du point de vue Michel Barnier, pas forcément, parce que je suis pas sûr qu'il ait envie forcément d'avoir quelqu'un de gauche qui va menacer de démissionner à chaque fois que Michel Barnier parlera d'immigration. Et donc lui, son intérêt, en tout cas Michel Barnier, c'est de montrer qu'au moins il aura essayé. C'est pour ça qu'on communique beaucoup sur les personnes qu'il a contactées. Benjamin Morel, on pourrait imaginer des personnalités de gauche, alors qui ne seraient pas ni des grands élus, comme on vient de le voir, des grands élus du territoire, encore moins sans doute des parlementaires, mais des personnalités qui ont une aura de gauche, type Éric Dupond-Moretti. Alors je vais faire bondir Philippe Schreck, mais type Éric Dupond-Moretti sous Emmanuel Macron. Ils sont bondis. Oui, mais le problème c'est que cette personnalité, si vous citez Éric Dupond-Moretti, il était déjà dans l'ancien gouvernement, donc ça crée un effet de continuité. Il vaudrait mieux y avoir une volonté de rupture. Je suis pas sûr qu'il n'y ait pas une censure et qui plus est, ça pourrait attirer en effet des velléités dans une majorité déjà très très fragile. Et en effet, je rejoins ce que disait Daïk, c'est-à-dire pourquoi au fond? Qu'est-ce que ça rapporte d'un point de vue strictement parlementaire? Si on considère que le principal problème aujourd'hui du gouvernement Barnier, c'est d'arriver à tenir une majorité parlementaire, ça ne permettra pas de débaucher une seule voix socialiste, une seule voix écologiste. Et ça ressemblerait plus à du débauchage façon Nicolas Sarkozy avec Martin Hirsch ou Fadela Amara, qui étaient des personnalités de sensibilité de gauche, mais qui finalement n'ont pas conduit Nicolas Sarkozy à faire une politique de gauche. Ou même Emmanuel Macron, c'est-à-dire que c'est ce qu'il tente de faire, en effet, en allant chercher des cadres LR, des cadres socialistes, mais au bout du compte, ça ne vous rapporte pas le soutien des groupes politiques. Et c'est ça qui compte, c'est-à-dire que l'époque de la présidence impériale avec Emmanuel Macron, qui a une majorité pléthorique, comme vous le disiez, le doigt sur la petite couture du pantalon, qui dit oui, Monsieur le Président, c'est terminé. Aujourd'hui, il faut avoir des accords politiques entre des groupes politiques. Si votre ministre apporte le soutien d'un groupe politique, il est utile. S'il n'apporte pas le soutien d'un groupe politique, il l'est beaucoup moins. Et en effet, il peut être beaucoup plus quelque chose qui parasite le logiciel et la communication du gouvernement que vraiment un atout. Il y a quelque chose d'extrêmement grave en dehors de tous ces jeux politiciens, etc. C'est que la gauche, la gauche de gouvernement, la gauche républicaine, s'est totalement disqualifiée
dans toute cette aventure. Déjà, la gauche du gouvernement, vous savez bien qu'elle n'arrive jamais au pouvoir sans une union de la gauche. C'est pas. Ça fait très longtemps que ça n'est pas arrivé. Je ne sais même pas si c'est arrivé un jour d'ailleurs. On constate les divergences, plus que les divergences, les oppositions terribles entre l'extrême gauche incarnée par LFI et la gauche socialiste. Alors peut-être qu'effectivement il y a des intérêts électoraux, ça c'est une autre affaire. Mais en tout cas, à partir du moment où la configuration de l'Assemblée était ce qui est sorti des urnes, les socialistes n'ont pas eu une moindre once de divergence avec l'extrême gauche représentée par M. Mélenchon. Ils sont totalement tenus par l'extrême gauche, ce qui fait qu'aujourd'hui ils ne participent pas au gouvernement, en tout cas pour des socialistes modérés. C'est parce que il y a une homogénéité maintenant entre la gauche socialiste républicaine et puis l'extrême gauche. Et il n'y a pas un petit... Comme ils ne sont pas là, permettez-moi de vous porter la contradiction. Ouais. C'est un peu comme vous avec la Macronie finalement. Vous n'avez plus vraiment de différence. Peut-être parce qu'Emmanuel Macron est allé sur votre terrain, vous nous le direz, mais plus vraiment de différence. Et finalement, vous allez être tenu par la Macronie, puisque c'est l'essentiel de votre nouvelle majorité. Il y a quand même deux différences. C'est qu'effectivement, peut-être que la Macronie est allée sur d'autres terrains, alors que la gauche socialiste modérée est allée plutôt sur le terrain de LFI. Et que deuxièmement, il n'y a rien à voir entre des partis extrémistes et des partis de gouvernement responsables, sérieux, et qui veulent vraiment mener une politique crédible dans un pays. Donc, bien sûr qu'il y a eu des transferts d'électorat, par exemple, mais nous avons pu et de leaders politiques aussi, hein, comme vous les avez cités tout à l'heure. Il n'y a rien de commun entre normalement les socialistes et l'extrême gauche, qui aujourd'hui, pourtant, est d'accord pour ne pas gouverner, pour ne pas assumer des responsabilités du gouvernement. Il y a quelques années, il n'y avait pas beaucoup de points communs entre les Républicains et Emmanuel Macron. Vous lui trouviez même beaucoup de défauts. Mais il y a des possibilités de travail en commun avec des partis de gouvernement modérés, républicains. Là, l'extrême gauche ne fait pas partie de cet arc républicain. Philippe Gougeon, quel type de personnalité de gauche vous accepteriez dans un gouvernement emmené par Michel Barnier? Est-ce que si, par exemple, Michel Barnier vous appelle à être ministre, à côté de qui accepteriez-vous d'être à côté de qui accepteriez-vous d'être à la table du Conseil des ministres? Non, je pense qu'aujourd'hui, la situation, je l'ai dit plusieurs fois, du pays est quand même assez consternante sur beaucoup de plans, et qu'il est nécessaire que chacun fasse un effort de responsabilité vers l'intérêt national, vers l'intérêt des Français et des politiques à mener. Donc, dans ces conditions, moi, je pense qu'il faut accepter d'avoir comme collègues un certain nombre de personnalités d'autres formations politiques. Ne serait-ce Alors, vous, le maire d'un arrondissement parisien, vous accepteriez d'être au gouvernement avec Anne Hidalgo? Écoutez, je travaille avec elle, hein, déjà, sur le plan municipal. On va pas se mentir qu'au Conseil de Paris, vous ne lui facilitez pas la tâche, et Rachida Dati non plus. Oui, Rachida Dati qui veut rester au gouvernement. On annonce peut-être un porte-parole du gouvernement, on ne sait pas. Vous citez Anne Hidalgo. Personnalité de gauche. Personnalité de gauche, mais de la gauche républicaine, démocratique et modérée, qui est d'ailleurs en lutte, je pense, assez forte avec l'extrême gauche représentée par LFI. Donc ça vous va? Ne serait-ce qu'à Paris. Moi, je ne suis pas en train de former le gouvernement, et Madame Hidalgo n'est pas mon amie politique, c'est clair. Mais je pense que là, il faut aller au-delà et puis essayer de former un gouvernement qui puisse être le plus représentatif possible. Oui. Philippe Schreck, sur les personnalités de gauche, la ligne rouge du RN, elle est où? Encore une fois, comme nous le disions tout à l'heure, il y a des castings qui disent beaucoup. Vous parliez de monsieur Dupond-Moretti, qui pour nous est le ministre de l'inexécution des peines. Nous avons peine, entre guillemets, à le voir mener la politique promise par monsieur Barnier. Le problème de la gauche, parce que nous, au Rassemblement National, nous sommes un petit peu en retrait de ce clivage ancien droite-gauche. On est plutôt sur finalement comme Emmanuel Macron, regardez. Voilà, oui, enfin bon, on est plutôt sur les idées. Mais le problème, et je rejoins mon contradicteur, le problème tient à la vampirisation, je veux dire, à l'emprise politique, intellectuelle, psychologique et comportementale de LFI sur le reste de la gauche. C'est ça la difficulté. Ensuite, il peut y avoir naturellement des personnalités issues de je ne sais où, mais de grande qualité avec un beau parcours. Mais cette emprise, cette empreinte à la fille, cette terreur à la fille, nous fait être vous étiez même prêt à censurer Bernard Cazeneuve. On peut pas dire que Bernard Cazeneuve soit sous l'emprise de LFI. Donc, quel type de personnalité de gauche? Si Bernard Cazeneuve ne vous va pas, quel type de personnalité de gauche pourrait vous aller dans un gouvernement? Encore une fois, nous ne sommes pas le sélectionneur de l'équipe. Hein.
Nous ne sommes pas le sélectionneur de l'équipe, nous n'avons pas les problèmes du sélectionneur. On pense que vous pouvez en exclure certains, comme Bernard Cazeneuve et Xavier Bertrand. Et peut-être Éric Dupond-Moretti. Nous n'aurions pas forcément censuré M. Cazeneuve, s'il avait pu... Vous non, mais le RN, oui. Ah oui, bien sûr. Tout dépendait des ministres. Tout dépendait des ministres, nous l'avions dit. Tout dépendait des ministres, nous l'avions dit. Daïk Odoui, est-ce que finalement, un des problèmes, ça n'est pas qu'il y a un risque que le peuple de gauche, les électeurs de gauche, se sentent oubliés? Alors certains disent on nous a volé l'élection, peut-être sans aller jusque-là, mais se sentent oubliés, se sentent les dindons de la farce finalement de cette histoire. Non mais là, mettez-vous, oui en effet, et que la personnalité de gauche qui irait au gouvernement, surtout si elle a été candidate à des élections, voire élue, elle doit rendre compte à ce peuple de gauche qui, encore une fois, soutient plutôt Lucie Castet et la possibilité de Lucie Castet parce qu'elle représente une union de tous les partis de gauche, union que souhaitent fondamentalement les électeurs de gauche. Pas forcément les partis, ça c'est une autre histoire, mais il faut bien comprendre, les électeurs de gauche souhaitent profondément l'union des partis et pour eux, Lucie Castet, c'était un espoir et eux, peut-être contrairement à d'autres qui l'ont utilisé cyniquement, mais eux, les électeurs de gauche ont pu croire à l'hypothèse Lucie Castet. Donc en effet, c'est l'une des raisons pourquoi vous aurez du mal à trouver des gens de gauche, y compris qui sont hostiles aux insoumis, parce qu'ils rentreraient dans un gouvernement où pour l'instant les échos qu'ils ont, ce gouvernement, c'est Michel Barnier qui va voir les Républicains en disant, grosso modo, rassurez-vous, je vais quand même appliquer un programme de droite. Alors même qu'il n'y a que 47 députés LR qui le soutiennent et que c'est l'ensemble du bloc central quand même qui va déterminer la majorité au Parlement. Clairement, là, c'est quelqu'un de gauche. S'il rentre au gouvernement, il rentre pas dans un gouvernement d'union nationale. Il rentre dans un gouvernement de droite. Et ça peut pas attirer quelqu'un de gauche. Je me demande jusqu'à quel point l'accord de M. Mélenchon sur la candidature de Mme Castet n'était pas fait justement pour que tout échoue dans la perspective d'un Mélenchon candidat à la présidentielle. C'est pour ça, M. Goujon, que je distinguais bien les partis des électeurs de gauche. Oui, parce que la question, c'est les électeurs. C'est-à-dire tous ceux qui, à un moment donné, ont fait des choix différents. Parce qu'il y a un autre risque, Benjamin Morel. C'est que si c'est un gouvernement géré par LR, avec des ministres de la Macronie à l'intérieur et éventuellement quelques personnalités de gauche, on a l'impression de revivre, excusez-moi, le en même temps qui irait de la social-démocratie jusqu'à la droite républicaine. Est-ce que ça n'est pas ce en même temps qui a été rejeté dans les urnes à la fois aux élections européennes et à la fois aux élections législatives? Je crois que ça, c'est une question très politicienne. C'est-à-dire que quand vous regardez à peu près le schéma électoral, vous avez des électeurs qui s'identifient au clivage droite-gauche, mais vous en avez entre 4 et 6 sur 10 qui, en fait, ne s'y identifient pas. Et donc, ce faisant, en même temps, aller chercher une telle personnalité de gauche, etc., ça demeure assez peu parlant, surtout si la personnalité est très, très peu connue. En revanche, pour la gauche, ça permet de réactiver, en effet, une identité électorale. Avant les dernières législatives, il y avait 8 électeurs sur 10 qui voulaient cette union. Et là, alors que cette union aurait pu être ébranlée, elle est au contraire renforcée parce que, en effet, voilà un gouvernement de droite. Un gouvernement de droite et, qui plus est, soutenu, ou en tout cas non renversé par le Rassemblement national. Et ça, évidemment, si vous voulez activer tous les mécanismes de l'union de la gauche en disant « demain, nous sommes la seule alternative », et n'oubliez pas ce que cherchait à dire Jean-Luc Mélenchon dès le soir du deuxième tour des législatives, on nous a volé la victoire parce que, eh bien, nous avons gagné, vous ne faites pas mieux. Donc là, on a une gauche qui aujourd'hui est plus unie qu'elle ne l'était il y a encore quelques semaines, apparaît dans les starting blocks avec un électorat qui est en colère, ultra motivé et persuadé d'être dans le camp du bien. Et donc, ce faisant, personne n'a intérêt à aller dans un gouvernement où il ne sera pas non seulement vu comme étant quelqu'un qui aura trahi, mais comme portant une forme de marque d'infamie au regard justement de cette victoire volée. Et ça, évidemment, ça fera que personne de sérieux pour la gauche n'ira dans ce C'est vrai que ça pourrait faire un boulevard pour la gauche, ça, parce que finalement, à force de ne pas lui laisser de place, alors que la coalition NFP est arrivée en tête de ces élections législatives, ça soude déjà les partis entre eux, et ensuite, ça fait dire aux électeurs de gauche qu'ils se sont fait voler l'élection. Ça pourrait D'où le narratif des partisans d'Emmanuel Macron de dire que c'est Olivier Faure qui a empêché Bernard Cazeneuve d'être Premier ministre pour essayer de mettre un coin quand même dans cette union des partis de gauche. Mais là, il y a un second coin, et on en a évoqué hier dans le 23h que vous présentiez, Jean-Christophe. Ce que dit Ruffin sur Jean-Luc Mélenchon, comme quoi celui-ci exerce un mépris de classe vis-à-vis des gens du Nord. On va voir comment ça va agiter la gauche ce week-end à la fête de l'Humanité, mais je pense que ça va rester durablement au sein de la gauche. Ça ne peut qu'attiser à nouveau les divisions au sein du NFP, parce que
En gros, pour ceux qui savent pas, dans un livre, François Ruffin estime que Jean-Luc Mélenchon, quand il a fait campagne en 2012, il estimait que les gens du Nord étaient quasiment tous obèses, qu'ils étaient alcoolisés dès le matin et qu'ils sentaient mauvais. Bref, selon François Ruffin, parce que Jean-Luc Mélenchon dément ses propos, voilà, Jean-Luc Mélenchon, il est double et il exerce du mépris de classe. Et donc, tous les insoumis la soutiennent Jean-Luc Mélenchon. Et donc là aussi, ça unit les insoumis autour de la figure de Jean-Luc Mélenchon, qui pose un problème dans l'union de la gauche. Et là, il revient au premier plan. Lucie Castel avait un peu mis derrière, il était toujours là, mais il n'était pas au devant. Là, cette polémique va remettre Jean-Luc Mélenchon sur le devant et il risque de fracturer à nouveau les partis de gauche qui, pourtant, notamment à l'occasion de cette fête des Lumas, voulaient mettre en scène quand même l'union autour de Lucie Castel. Donc, prudence pour voir si quelles conséquences ça va avoir de façon plus profonde. Alors, effectivement, Jean-Luc Mélenchon risque de revenir sur le devant de la scène. Il y en a un autre qui est revenu hier sur le devant de la scène. On nous l'annonçait, donc dans son entourage, du côté de l'Élysée, plus discret désormais, ne prenant moins la parole, laissant le Premier ministre avancer. C'est Emmanuel Macron qu'on a retrouvé du côté du Havre, la ville d'un certain Édouard Philippe. Il s'est exprimé sur la formation du nouveau gouvernement, à laquelle s'attelle donc son nouveau Premier ministre Michel Barnier. Il a appelé à des compromis entre les différentes forces politiques. Écoutez Emmanuel Macron. On a une ère nouvelle avec un Parlement aussi qui représente la France dans sa diversité et qui va supposer des compromis. Et c'est au gouvernement de porter des projets, de faire passer des textes de loi, mais aussi d'administrer. Le président a ses compétences propres. Allez, on va voir dans un sondage Odoxa publié par Le Figaro ce matin que les 2 tiers des Français, 65%, invitent Emmanuel Macron à laisser les mains libres à son Premier ministre. Benjamin Morel, il en est capable, Emmanuel Macron? Ça, c'est une question qui est plus psychologique que politique. Quand vous avez été Jupiter pendant 7 ans, dire tout d'un coup que vous allez lâcher les rênes, c'est pas si évident, mais il y a plutôt intérêt. Pour une raison d'ailleurs qui n'est pas seulement liée à sa cote de popularité. Le vrai patron du gouvernement, c'est l'Assemblée nationale. On est un vrai régime parlementaire en droit. Et donc, ce faisant, si jamais le gouvernement est dans les mains du président, c'est parce que l'Assemblée nationale est dans les mains du président. Seulement aujourd'hui, l'Assemblée nationale n'est plus dans les mains du président. Donc, si vous avez un Michel Barnier qui a 2 patrons, une Assemblée nationale et un président qui ne sont pas d'accord, et que c'est le président qui gagne, et ben Michel Barnier est renversé. Donc, pour cette raison-là, plus Michel Barnier aura de la latitude pour composer avec sa coalition déjà extrêmement composite et compliquée, puis il aura une capacité à rester et à survivre. Philippe Goujon, vous le trouvez comment, Michel Barnier? Il a les mains libres? Vraiment? En tout cas, ça va être un challenge, bien sûr. On sait la façon de présider d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, il faut effectivement qu'il y ait une conversion psychologique et politique de sa part. En tout cas, il n'a plus les moyens politiques aujourd'hui de continuer à diriger son Premier ministre comme il le faisait autrefois. Et c'est la volonté aussi de Michel Barnier, qui l'a expliqué clairement, ce qui est aussi entraîne le soutien d'un certain nombre de formations politiques, qui est qu'il mènera une politique autonome de celle du président. Il a dit qu'il ne s'agissait pas, par exemple, nous parlons formation du gouvernement, d'un remaniement, mais d'un nouveau changement de gouvernement, et il ne prend pas ses ordres à l'Élysée. Il ne prend pas ses ordres à l'Élysée, c'est ce qu'il a dit, en tous les cas, Michel Barnier. Philippe Schreck, ça serait une ligne rouge, ça aussi, pour vous, si Emmanuel Macron revenait par la fenêtre, en quelque sorte? Emmanuel Macron parle souvent et longtemps. Il nous a promis un monde nouveau, il nous offre la 4e République, en vérité. Donc, les Français, dans le sondage que vous montriez, ont une analyse qui est l'analyse de la Constitution. À part les domaines tout à fait régaliens dont il ne convient pas d'empiéter, effectivement, le Premier ministre, avec des majorités qu'il ne trouve ou qu'il ne trouve pas, gouvernera. Moi, je pense que les défaites et les résultats d'Emmanuel Macron fait qu'il n'aura plus de parole politique opérationnelle jusqu'à la fin de son quinquennat. Quelle que soit la fin de ce quinquennat, quelle que soit cette date. Il y aura même aussi, de la part de Michel Barnier, une avancée sur ce qu'on appelle le domaine réservé. Il a dit qu'il le partagé. Qu'il le partage. Ce que dit la Constitution, d'ailleurs. Absolument. Et en plus, on peut le considérer que ce sera ainsi, puisque Michel Barnier a eu quand même des fonctions internationales très importantes, comme les affaires étrangères, aussi à l'Europe. Mais ne pas gouverner, laisser Michel Barnier gouverner, ça veut pas forcément dire se faire discret. Parce que hier, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Emmanuel Macron, il a quand même tenté le bain de foule. Et donc le bain de foule, il est interpellé en disant vous êtes otage du RN, et donc il amène une réponse politique en disant c'est une nouvelle ère, faudra trouver le sens du compromis. Donc voilà, même s'il ne parle plus, il voudra toujours rester visible.
Et il peut y avoir il est amené à parler de politique quand même et donner le sentiment qu'il est au-dessus de Michel Barnier. Donc attention aussi, même dans les visites, on va dire représentatives ou protocolaires. C'est vrai, comme il ne peut pas être candidat à sa propre succession, il va bien falloir qu'il existe quand même pour qu'il ait une surface médiatique et continuer à exister et à présider. Merci beaucoup, messieurs, de nous avoir éclairés, de nous avoir donné vos points de vue sur cette situation politique qu'on continuera à suivre évidemment sur France Info dans les prochaines heures.